Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la demande d'un ami qui m'a posé la question pourquoi est-ce que je ne parle pas de mon activité, que cela pourrait être intéressante pour vous qui me suivez. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc Dr Youl Sami, je suis médecin spécialiste en médecine de rééducation fonctionnelle et j'ai aussi une formation de médecine de sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine de rééducation, c'est une médecine qui est récente et qui est très peu connue. Euh, et même beaucoup de personnes assimilent les médecins rééducateurs aux kinésithérapeutes. Donc il faut savoir qu'il y a une différence entre celui qui est médecin et celui qui est kinésithérapeute. Sachant que les deux travaillent vraiment très en étroite collaboration. Alors moi, je suis dans un service de rééducation polyvalent, donc je m'occupe des patients qui ont des problèmes neurologiques, mais aussi des problèmes d'orthopédie, traumatologie et rhumatologique. Alors, donc, parmi les pathologies que je prends en charge, j'ai surtout dans mon service des traumatisés crâniens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traumatisés crâniens sont très importants dans la mesure où ça concerne une population généralement jeune. Et moi, je vais surtout parler des traumatismes crâniens chez les enfants et chez les adolescents et adultes jeunes. Alors, pourquoi cette tranche de la population? Et parce que d'abord, on a tendance à ignorer le handicap intellectuel et comportemental et l'impact que ça pourrait avoir donc dans leur sociabilisation, dans leur vécu, dans leur scolarisation. Donc d'abord chez les enfants, ce qu'il faut savoir, c'est que les traumatismes crâniens chez les enfants ne sont pas rares, ils sont même très fréquents, du fait que les enfants ont une musculature cervicale très peu développée et donc ils ont du mal à gérer donc leur équilibre aussi. Et chez les adolescents et adultes jeunes, on prendra en compte surtout les prises de risques, les conduites addictives, notamment la consommation d'alcool, de stupéfiants et puis et autres drogues. Et aussi le fait que c'est une population qui est en phase de croissance et qui va bientôt être appelée à être adulte, donc à prendre des responsabilités. Donc la survenue d'un traumatisme crânien va tellement bouleverser cet écosystème de telle sorte que l'impact va être considérable dans le choix professionnel, dans leur devenir. Alors, donc, il faut savoir que le traumatisme crânien est classé en trois types. On a trois grands groupes, notamment le traumatisme crânien grave, le traumatisme crânien modéré et le traumatisme crânien léger. Donc ces trois groupes-là sont classés en fonction du stade du coma au moment de l'impact. Donc le stade de coma qui va évaluer en fonction de la réponse de la motricité, en fonction de l'ouverture des yeux, de la réponse verbale aussi. Alors, donc c'est des aspects des classifications qui permettent un peu d'avoir une conduite à tenir de façon adaptée. Mais dans tous les cas, même un traumatisme crânien léger peut avoir un impact considérable si on ne le prend pas en charge très bien. Alors, quels sont les signes cliniques du traumatisme crânien? C'est très variable. On voit surtout en première ligne les troubles moteurs, c'est-à-dire c'est la paralysie des membres d'un côté et aussi les problèmes de langage, les troubles de langage qui sont aussi considérables, les problèmes de déglutition et on peut avoir une atteinte aussi au niveau de tout ce qui est l'odorat, la sensation, la perte d'odorat, du goût. Donc ça, on appelle ça les nerfs crâniens qui peuvent être touchés donc, en cas d'atteinte cérébrale, en cas d'atteinte du cerveau. Ça, c'est surtout les symptômes qui sont faciles à identifier. Maintenant, on a des aspects intellectuels, notamment tout ce qui est fonction attentionnelles, donc qui vont être altérées aussi. Voilà. On a aussi les fonctions de concentration, les fonctions de mémoire, avec une perte de la mémoire ancienne et aussi des difficultés à mémoriser. Donc tout ce qui est apprentissage vont être perturbés.
Et on a le grand groupe de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Vraiment, c'est tellement large ce groupe-là. Il faut reconnaître surtout tout ce qui est fonction de planification, tout ce qui est fonction de flexibilité mentale, flexibilité comportementale, comment est-ce qu'on peut s'adapter d'une situation à une autre, tout ce qui est fonction d'organisation, tout ce qui est contrôle sphinctérien, tout ce qui est aussi comportement sexuel, parce qu'on peut avoir bien sûr une désinhibition sexuelle du fait d'un traumatisme crânien. Alors, donc en parlant donc de désinhibition sexuelle, on a tous le grand groupe de troubles de comportement avec donc de l'irritabilité, de l'agressivité, de l'intolérance à la frustration. On s'en sert vraiment les comportements par excès. Ensuite, on a les comportements par défaut. Donc, c'est-à-dire qu'on a le traumatisme crânien qui va être apragmatique, qui va être apathique, qui manque d'initiative, qui a besoin d'être accompagné au quotidien. Donc, vous voyez, tous ces troubles dont je viens de parler peuvent nécessiter donc une prise en charge, nécessitent vraiment une prise en charge. Donc, on a besoin de tous ces professionnels de rééducation autour du médecin pour aider les patients à récupérer. Donc, sans travail de rééducation, bien sûr, on va avoir des séquelles très importantes. Au moment où l'enfant va aller à l'école, il va avoir des difficultés pour apprendre, il va avoir des difficultés pour suivre. Et s'il n'y a pas d'accompagnement adapté, bien sûr, vous imaginez que son avenir s'inscrit en pointillé. C'est pareil pour l'adolescent, donc dans sa quête de diplôme, dans sa quête de formation, de profession. Il va avoir du mal parce qu'il a des séquelles importantes. Même si on récupère sur le plan moteur, dans le handicap intellectuel et comportemental que moi j'appelle le handicap invisible, a un très très grand impact dans la socialisation donc des traumatisés crâniens. Donc il faut vraiment se rendre compte que dès qu'il y a un traumatisme crânien, il faut prendre l'avis d'un spécialiste. Il faut prendre l'avis d'un spécialiste et permettre en tout cas à celui qui a au cérébro lésé d'avoir un suivi adapté. Donc, en médecine de l'éducation, on ne s'occupe pas seulement du problème moteur, mais on s'occupe aussi de tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est cognition, tout ce qui est accompagnement. Donc on a des assistants sociaux qui vont accompagner les patients par exemple dans la réinsertion sociale, dans la réinsertion professionnelle avec donc des mesures, des accompagnements, des mesures adaptées. Par exemple, pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que les déficits cognitifs sont très importants, on va mettre en place des mesures d'accompagnement à l'extérieur, au domicile ou même à l'école. S'il y a une possibilité, donc l'enfant reste dans son école, ce qui est toujours privilégié. S'il y a une possibilité, l'enfant reste dans son école et il y a un accompagnement qui est mis en place. Dans les cas contraires, il y a des établissements donc spécialisés et pour les enfants qui ont des troubles intellectuels importants, ils vont avoir des accompagnements bien adaptés. Voilà, donc c'est un sujet intéressant. Il ne faut jamais négliger le traumatisme crânien, même s'il semble léger et bénin. Il faut toujours avoir l'avis d'un spécialiste et accompagner le patient jusqu'à l'âge adulte et voir s'il n'y a pas de séquelles au moment où il va vouloir rentrer dans la vie professionnelle. Et il ne faut pas les stigmatiser surtout parce qu'ils ont des difficultés comportementales et intellectuelles que malheureusement ils ne sont pas forcément conscients de ça.